poursuivre cet autre entretien avec une nouvelle invitée. Elle, c'est Françoise. Voilà, Oui, j'ai bonsoir. fait la présentation. Oui, Alors Françoise, oui. ça fait plaisir de vous recevoir sur le plateau de On Air. Plaisir Comment allez-vous? partagé. Ben, ça va bien. Super. Eh bien, je dois déjà rappeler aux téléspectateurs que Françoise est une habituée de tout ce qui est culturel dans le monde africain. Elle côtoie la communauté africaine. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ouais. C'est un peu ma deuxième famille quelque part. Ouais. Parce que j'adore cette culture-là, donc je m'intéresse beaucoup. Mhm. Ouais. Alors, bienvenue Françoise sur Merci. le plateau de On Air. Lorsqu'on parle de Porti Porta, Bah, bon, j'ai suivi un peu ce qui se passait par la force des choses. oui. Ce qui se passe à Dubaï avec les influenceuses. Mhm. Ça m'a surpris. Franchement, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Oui. Bon, je comprends que les gens soient à la recherche de l'argent. Ça, on est tous à ce point-là, Mhm. à des degrés différents. Mais là, c'est vraiment l'extrême. C'est vraiment choquant, quelque part. En tant que femme. Oui, en tant que femme, bien entendu. Mhm. Je trouve que, pour moi, c'est dégradant. Je parle pas, c'est pas une histoire de femme africaine ou femme blanche, parce que j'ai entendu aussi qu'il y a des influenceuses blanches qui sont passées aussi. Et vraiment, j'ai de la peine à comprendre, quoi. C'est un peu trop l'extrême, quand même. Pour vous, c'est une situation que vous découvrez maintenant, qui se vit depuis longtemps, mais qui n'était pas dévoilée au grand jour. Alors, je sais que dans ce monde, il se passe des choses très choquantes. Il n'y a Oui. pas que ça. Il y a plein d'autres choses. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui cherche à comprendre pas mal de choses. Oui. Et là, je suis tombée dessus par hasard, en fait, sur ces reportages. Donc, à la base, vous ne saviez pas du tout que ce genre de pratique Ce existait. genre de pratique, même non. J'ai entendu parler des choses qui se passent avec des animaux. Oui. Ça, c'est pas nouveau. Ça, j'ai entendu depuis très longtemps. Avec des petits-enfants, ça aussi. Mais alors, aller jusque-là, je sais pas, j'arrive même pas à prononcer le mot exact Mhm. de ce qu'elle mange, en fait. C'est ça qui est étonnant. C'est d'arriver jusqu'à manger des excréments, on dira, de personnes humaines. Je trouve que, je sais pas, c'est énorme, c'est choquant. Dans cette situation, pour vous, les responsabilités sont beaucoup plus indexées sur qui? Sur celles qui font ces pratiques, celles qui subissent cela, ou ceux qui demandent à ce qu'elles le fassent? Alors, j'ai compris comment ça se passait. En fait, c'est une sorte d'organisme qui fait miroiter aux filles, comme quoi, à Dubaï entre autres, mais c'est pas qu'à Dubaï, qui font miroiter à ces filles comme quoi il y a l'argent facile là-bas et qu'il faut qu'elles viennent, elles auront un travail, elles auront la belle vie, elles pourront s'acheter plein de choses. Donc forcément, je les comprends, c'est des jeunes femmes. Là, en l'occurrence, des Africaines, mais comme j'ai dit, il n'y a pas que. Il y a des jeunes femmes aussi en France qui se sont fait avoir, ou peut-être dans d'autres pays, et qui voient la belle vie, qui voient les belles voitures de luxe, qui voient les bijoux, les sacs, enfin vraiment du luxe à fond, quoi. Et ça fait envie, forcément ça fait envie. Donc, je les comprends quand on leur propose d'être mannequin ou d'accompagner des personnes riches. Après, elles vont là-bas, on leur prend leur passeport. Donc, elles font quoi? D'abord, pendant quelques temps, elles vivent la belle vie. On leur prête de l'argent à volonté, elles font ce qu'elles veulent avec ça, elles s'achètent tout ce qu'elles veulent, elles vont dans les plus beaux palaces, elles prennent du champagne, elles font vraiment la belle vie. Puis après, on leur demande de rembourser. Et là, elles sont bloquées, elles sont coincées. À vous entendre, dont il est question d'un problème de besoin d'épanouissement ou Alors au départ, pour elles, oui, on leur fait miroiter de l'argent facile. Donc moi, je les comprends. Quelle personne, que ce soit homme ou femme, quand on leur dit venez là, vous allez gagner de l'argent, vous allez vivre une belle vie, vous irez dans les meilleurs palaces et tout, qui c'est qui va refuser? Je pense pas qu'il y a grand monde qui va refuser. Et notamment, ayant voyagé en Afrique, je sais ce qui se passe, je sais les galères qui
qui se passe là-bas. Je sais les jeunes femmes qui ont envie aussi de vivre des trucs un peu luxueux, qui ont envie de s'épanouir un peu. Est-ce que cela justifie le fait de se livrer à ce genre de Mais pratique? c'est la naïveté au départ. Alors, à qui la faute? Bah, au départ, la faute, c'est à ces gens qui créent ces organismes et Oui. qui font miroiter ces choses à ces filles. Ça, c'est clair. On ne peut pas se voiler la face, ça commence comme ça. Hein. Puis après, elles partent là-bas, mais elles ne se posent pas la question de dire comment ça se fait qu'on me donne l'argent sans que je fasse rien au départ. Selon les informations que l'on peut retrouver via les réseaux sociaux, via Facebook et autres, et selon certains témoignages que donnent certaines victimes, il s'agit d'un réseau qui est mis en place. Le recrutement se fait à travers même des femmes aussi, qui entrent en contact, qui arrivent à convaincre que ben voilà, c'est juste pour accompagner des hommes dans des soirées avec leur voiture et ensuite vous aurez de l'argent. Mais juste après, lorsqu'elles sont sur place, comme vous l'avez souligné, on confisque les pièces d'identité, passeports, et elles découvrent l'envers du décor. Exact. Oui, parce qu'on leur fait rembourser tout l'argent qui a été dépensé. Donc comme elles ne peuvent pas le rembourser financièrement, bah, elles doivent le rembourser d'une autre manière. Donc pour certaines, il s'agit d'un remboursement de toutes les dépenses qui ont été faites sur elles. Bien sûr, c'est comme ça qu'ils les tiennent. Hein. Mais vous voyez aussi, pareil, dans les pays de l'Est, combien de filles des pays de l'Est viennent ici, elles finissent où, au paquis? Parce qu'au départ, on leur a dit qu'elles auraient une vie de mannequin. Elles feraient du mannequinat, des défilés de mode et tout ça. Ça aussi, ça les attire. Quand elles auront un bon boulot et tout, elles auront une belle vie. Puis elles arrivent là, puis elles se retrouvent dans la prostitution. Ça, c'est... Il y en a ici, à Genève. Hein. Le paquis, il n'y a que ça. Hein. Oui. Que doivent faire ces victimes? Vous, à leur place, que feriez-vous? Bon, déjà, maintenant que les choses sortent, j'espère que les filles qui entendent ça, elles se disent pas non, c'est des histoires pour pas qu'on vienne, pour nous faire changer d'avis. Là, je parle des victimes déjà. Je parle d'abord des victimes. Alors les victimes, ben, ça c'est compliqué, hein, parce que moi j'ai même entendu qu'il y a des filles qui finissent en prison là-bas. Elles finissent enceintes en prison et elles sont malmenées en prison. Parce que là-bas, en fait, dans ce genre de pays, il faut savoir que c'est les hommes qui commandent. Quelque part, il ne faut pas se voiler la face. C'est les hommes. Et c'est eux qui décident. Et en l'occurrence, ils ne peuvent pas faire ça avec leurs propres femmes, qui sont de là-bas. Donc, ils se prennent des esclaves, quelque part. Il faut appeler ça comme ça, hein, c'est une forme d'esclavage. Donc, ils prennent ces femmes pour en faire ce qu'ils veulent, pour en faire leurs jouets. Et puis, qu'est-ce qu'elles peuvent faire face à ça? Elles n'ont plus de papier, elles n'ont pas d'argent pour s'enfuir. Sur place, il n'y a certainement personne pour les aider. Donc, elles sont bloquées. Hein. Arrivées à un stade, je comprends qu'elles ne peuvent plus faire grand-chose. Seulement accepter et puis dès qu'elles ont, entre guillemets, remboursé leurs dettes, s'enfuir, mais c'est pas évident. Doit-on ici évoquer la responsabilité également des parents qui n'ont pas peut-être su mieux encadrer, mieux orienter, mais je suis pas sûre. Mieux chercher à savoir ce que leurs enfants vont faire dans ces régions et entrer en contact avec ces potentielles entreprises de recrutement? Mais je crois que même la police, elle ne peut pas faire grand-chose. Parce que les parents, c'est quoi en Afrique? Ils comptent sur les enfants, on le sait très bien. Ils font des enfants, souvent la plupart, en espérant qu'ils vont avoir une belle vie, puis pouvoir les aider financièrement. Donc, je ne pense pas que les parents, quand leur fille, elle vient en disant « Oui, j'ai une opportunité d'aller à Dubaï, on m'a dit que j'aurais l'argent facile, que j'aurais un boulot, tout ça. » Les parents, je pense qu'ils se disent « Ah, c'est super, ma fille, elle va enfin trouver un truc, elle va enfin pouvoir nous aider financièrement, parce que c'est aussi ça. Parce que c'est pas les enfants de riches qui vont à Dubaï pour faire ça, qui sont attirés par ce genre de pratique. C'est des filles qui n'ont pas d'argent, qui aimeraient bien, qui ont une famille derrière. Donc je pense que les parents ne peuvent pas faire grand-chose. Et une fois qu'elles sont dans cet engrenage, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là-bas, sur place, elles ne sont pas aidées. Le doigt est pointé sur les influenceuses qui encouragent, pour certains,
des personnes qui interagissent concernant cette situation, que le doigt est porté beaucoup plus sur les influenceuses qui encouragent et même poussent certaines de ces jeunes femmes qui sont toutes naïves à adhérer. Alors, pensez-vous vraiment que ces influenceuses sont aussi responsables, telles qu'on le dit, ou ces influenceuses, à travers ce qu'elles projettent sur les réseaux sociaux, parce que on le sait bien, les influenceuses, les vêtements qu'elles portent, parfois, c'est pour des boutiques de luxe, pour vendre ces produits, essayer de mettre la marque en avant. Pour certaines, ça ne les appartient pas. Ces articles ne les appartiennent pas, mais c'est juste après que voilà, les marques offrent. Alors, pour elles disent, cela ne gagne pas. Elles se battent à travers les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il y a ce doigt accusateur, à tort ou à raison, qu'elles font partie de ce système et qu'elles ont subi cela, et elles incitent aussi les petites sœurs à adhérer à cela. Alors, pensez-vous vraiment que cela en est d'une grande responsabilité de ces influenceuses? Alors, elles portent bien leur nom, influenceuse. Donc, ça veut dire influencer les gens. Oui. Ça veut dire que je sais pas, leur faire miroiter des choses comme elles ont eu. Alors, est-ce qu'elles ont peut-être passé par la même filière? Est-ce qu'elles ont fait la même chose? Et puis après, il y a peut-être des grades aussi dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au départ, elles ont subi les mêmes choses. Et puis après, on leur dit, maintenant vous avez subi ça, il nous faut des nouvelles filles. Donc maintenant, on compte sur vous, on vous paye, et on compte sur vous pour en attirer d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes comme ça, hein. Mais il y en a certainement une partie qui font ça. J'en suis persuadée. Au vu de la situation, pensez-vous qu'il est important que les autorités compétentes puissent intervenir? Oui, mais dans ces pays-là, c'est très compliqué, hein, parce que les autorités, certainement, elles font la sourde oreille et certainement, elles sont entre guillemets de mèche avec les gens. Parce qu'il faut bien comprendre que ces gens qui font ça, c'est des gens qui sont extrêmement riches. Donc, ils ont tous les pouvoirs et la richesse pour faire ça. Donc, la police, là-bas, elle n'a pas tant de pouvoir que ça et de richesse. Pensez-vous simplement que c'est à Dubaï que cette situation sévit ou partout ailleurs aussi? Non, je pense que ça existe ailleurs aussi. Sauf que c'est sorti à Dubaï parce que, voilà, c'est quand même un pays assez particulier. Mais je pense que avec les animaux, il y a dans beaucoup de pays déjà ça. Et puis... Je suis pas étonnée que ça existe ailleurs, hein. Ça c'est sûr. Parce que surtout c'est au niveau des gens riches, quoi. On dirait ils ont l'argent, mais on dirait ils s'ennuient dans la vie et ils doivent faire des choses qui sont hors normes, quoi. Donc, mais à mon avis, ça peut se passer ailleurs aussi. Pensez-vous que les associations qui militent pour le droit des femmes devraient agir et de la manière la plus forte ou laisser que chacune de ces personnes prenne conscience et puis... C'est la même chose que les droits de l'homme, hein. Ici à Genève, quand on prend par exemple les prisons, la prison à Genève, hein. Moi j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai vu l'intérieur comment c'est, les cellules quand même, les prisonniers, c'est juste pour prendre un exemple. Les prisonniers ici, ils ont la télévision, ils ont une épicerie, ils ont un terrain de volley, ils ont... un peu du luxe quand même, quelque part, comparé à des prisons ailleurs. D'accord. Donc, maintenant, si on compare mais ce n'est pas pour autant encourager les personnes à aller en prison, hein, parce que la prison... Non, certainement ça n'a rien de vivant. Certainement pas. Mais en fait, j'ai pris cet exemple-là, parce que c'est très parlant. Et à l'étranger, c'est pas la même chose, la prison. Et ici... Vous avez les droits de l'homme qui interviennent. Pourquoi? Parce que les prisonniers ici, ils sont 4 par cellule et ils trouvent que c'est inhumain. Mais ayant voyagé en Afrique, je sais comment... Je n'ai pas visité les prisons, heureusement, mais je sais un peu comment c'est. Et ils sont où les droits de l'homme? Donc c'est la même chose. Les associations des femmes ou les personnes qui pourraient protéger ces filles-là, elles sont où? Parce qu'elles vont aller dans des pays comme ici, la Suisse, en disant « Ah, les femmes, il y a des femmes battues. » C'est vrai, ici en Suisse aussi, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Il y a des femmes battues et tout, comme partout. Mais
Les associations viennent ici parce qu'ils savent que quand ils vont porter plainte, il va se passer quelque chose. Mais là-bas, il ne se passera rien. Parce que c'est un truc, c'est une bulle. C'est une bulle, ces pays-là, c'est des bulles. Donc c'est hermétique. Tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. Ma question vraiment, c'est pourquoi ce silence des associations qui protègent et militent le droit des femmes, voilà, n'essayent pas de se saisir de cette affaire pour essayer de créer une manifestation dans les différents pays pour dire non à ce genre de traitement inhumain, parce que, disons-le, elles sont quelque part victimes aussi, hein. Malgré le fait que voilà, elles ont pu céder pour une question financière ou d'un besoin de vie assez de luxe, mais quelque part elles sont aussi des victimes. Pourquoi ce silence Parce que c'est comme j'ai dit auparavant, même si l'association elle fait quelque chose dans le pays d'où viennent ces personnes, n'importe quel pays, hein, s'il y a des associations qui font quelque chose là-bas, qui va aller, par exemple dans les Émirats, qui va aller là-bas pour dire arrêtez ça, stoppez ça? Qui va y aller? Vous savez très bien que dans ce genre de pays, quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on finit en prison. Ou même pire. Donc qui va aller là-bas pour dire arrêtez ces pratiques, c'est ça? Vous savez très bien qu'où il y a l'argent, c'est l'argent qui est roi. Donc, même s'il y a des associations qui veulent commencer à faire, elles vont faire quoi? Bon, elles vont peut-être, dans le pays d'origine de ces filles, et je dis quel que soit le pays, hein, que ce soit en Afrique ou en Europe ou n'importe où, elles vont peut-être militer, elles vont peut-être aller voir des politiques, elles vont peut-être aller voir, je sais pas, elles vont peut-être bouger, mais après, le suivi, il est où? C'est comme les brouteurs en Afrique, hein. Moi, je connais aussi bien ce sujet. Il y a aussi des policiers, il y a eu des policiers de Genève qui sont partis là-bas. Mais est-ce que les brouteurs ont arrêté? Il y en a toujours plein. Ça existe toujours. Il y a toujours plein de gens qui se font arnaquer. Donc, que faire Au face vu à de la ça? situation actuelle, s'il y avait un conseil que vous auriez à donner à ces jeunes femmes victimes et aussi à celles qui sont peut-être tentées de se rendre à Dubaï via ces réseaux ou encore via un impact des influenceurs ou influenceuses qui vendraient du rêve en promettant mondes et merveilles, que diriez-vous à ces jeunes femmes qui vous regardent? Alors, je dirais maintenant qu'on sait ce qui se passe. Malheureusement, ce qui est fait est fait, hein, on ne peut plus revenir en arrière. Mais maintenant, ce qu'on sait, ce qui se passe, ne soyez pas naïfs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, on le sait. Donc, quand on vous promet des choses trop énormes, faites attention, ça cache quelque chose. Donc, n'acceptez pas n'importe quoi. Même si dans votre propre pays, c'est difficile, c'est galère, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, n'acceptez pas n'importe quoi. Quand on vous fait miroiter de l'argent trop facile, des trucs qui brillent, une vie de rêve, non, ça ne marche pas comme ça. Ne soyez pas naïfs, c'est tout. Ok, merci Françoise. Il s'agit de tout un autre sujet qui peut-être se joint à celui-là. Exact, ouais. Voilà, celui de la vie en rose en Europe, une facilité d'intégration, de vie de luxe, de vie de rêve. Alors Françoise, vous connaissez très bien le milieu africain. Vous avez fait l'Afrique, plein de pays africains, et vous êtes l'une des personnes qui est témoin de certaines réalités qu'ont vécues et que vivent les Africains. Selon vous, est-il vrai que l'intégration en Europe est assez facile, le travail et aussi la vie de luxe, tout comme le pensent ceux et celles qui sont du côté de l'Afrique? Alors, certainement que c'est différent qu'en Afrique, parce que de ce que j'ai vu là-bas, beaucoup de jeunes font des études, arrivent à faire des études. Je suis allée notamment au Togo, j'ai visité l'université là-bas. J'ai vu énormément de jeunes. Et après, ces mêmes jeunes, ils se retrouvent sur les trottoirs à vendre des habits, à vendre des huiles et tout ça. Alors, quand ils arrivent à trouver un job, parce que tous n'arrivent pas, tous n'ont pas la force, tous n'ont pas, comme je dis, la niaque nécessaire pour s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils font des bêtises, quoi. Ils prennent de l'alcool, de la drogue, etc. Ça, je l'ai vu aussi.
Alors ils pensent que de prendre un bateau pour venir en Europe, ça sera plus facile en Europe, que le travail va leur tomber dans la main comme ça, et que l'argent va venir, parce qu'ils ont vu des frères qui sont venus en Europe, des frères, des cousins, des amis qui sont venus en Europe à une certaine période, hein, un peu avant maintenant, parce qu'il y a eu une période où le travail était à foison, on en trouvait facilement, on passait d'un travail à un autre sans être au chômage, mais ça c'est fini. C'était avant, il y a longtemps. Tout ça c'est fini. Et actuellement, même les gens du pays galèrent pour trouver un travail. C'est pas facile. Déjà, pour avoir un boulot stable, c'est très compliqué. Alors, vous parlez lorsque vous dites même les gens du pays galèrent pour trouver du travail, là, vous parlez des Suisses même, Des Suisses des même, Européens même. Même des gens qui sont devenus ou qui ont des permis de travail qui les autorisent à travailler en Suisse, ou des Suisses même. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, il y a plusieurs stades. Je parle de la Suisse en l'occurrence. Dans les autres pays européens, c'est différent. Parce que, comme certains Africains ne savent pas, la Suisse est en Europe, mais pas dans l'Union européenne. Donc il y a d'autres lois et d'autres façons de faire en Suisse qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie, etc. Donc il y en a qui pensent que prendre un bateau, déjà ils risquent leur vie, déjà ils se font voler parce que les passeurs leur demandent énormément d'argent. Ils ne sont même pas sûrs d'arriver en Europe. Après, quand ils arrivent en Europe, ils se retrouvent beaucoup dans des camps, comme Lampedusa en Italie ou en Grèce, dans certains camps. Ils sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir comme ça. Oui. S'ils arrivent à s'échapper, il faut vraiment qu'ils se cachent et il faut qu'ils aient quelqu'un sur place pour les aider. S'ils n'ont personne, ils ont affaire à la police. Et il faut savoir, en Europe, il y a 4 saisons qui ne sont pas en Afrique. Et l'hiver, il fait très froid. Et il y en a qui meurent de froid dans les rues. Alors, il y a cette vérité qui n'est pas dite, hein, pour ceux qui ont eu la chance de bénéficier, hein, d'une certaine facilité, pas vraiment facile aussi, hein, parce qu'il faut bien dire les choses. Exactement. Ceux qui ont pu avoir à bénéficier d'un titre de séjour via ces voies et moyens, mais qui ne disent pas vraiment les choses telles qu'elles se sont déroulées ou telles qu'elles se déroulent. Hein. Ça, il faut bien l'admettre. J'ai côtoyé, parce que, ayant travaillé dans la sécurité privée, j'ai dû garder des squats, des sites comme ça. J'ai côtoyé des jeunes hommes qui venaient en Europe poussés par la famille, parce que c'est vrai qu'ils ont une certaine charge, surtout les aînés des familles. Hein. On en revient à l'autre sujet aussi, que voilà, la famille compte beaucoup sur les enfants en Afrique pour les aider. Donc, ils viennent en Europe et ils sont vraiment stressés par la famille qui a besoin d'argent. Donc, ils pensent trouver un travail honnête. À la base, c'est ça qu'ils veulent. C'est un travail honnête, c'est une vie honnête. Mais arrivés là, ils voient que c'est pas la même chose. Alors, certains, ils ont trouvé la solution de trouver une femme blanche, se marier avec, et puis là, ils sont plus tranquilles. Et puis d'autres, ils ne trouvent pas, ils galèrent. Et qu'est-ce qu'ils finissent par dealer de la drogue? Parce que la pression de la famille. Ou des travails qui sont... Bon, c'est des travails quand même, mais ils se retrouvent dans ces homes de personnes âgées, à s'occuper des personnes âgées, à les laver, à faire des choses qui est peut-être pas ce que la famille attendait. Donc, pour envoyer de l'argent au pays, ils font ça. Et après, quand ils peuvent retourner au pays, ils arrivent avec des grosses voitures, mais on ne sait pas la vie qu'ils ont en Suisse. Ils disent pas. Ils arrivent au pays avec la grosse voiture. En Europe en général. Ça peut être la Suisse, voilà, ça peut être l'Allemagne, ça peut être la France, la Belgique. Mais moi, je parle de ce que je connais. Oui. En l'occurrence, la Suisse, parce que je suis suisse. Donc, je parle de la Suisse, mais ça peut être ailleurs aussi. Et puis, il faut savoir que, à part en France, où peut-être il y a des aides, ils arrivent à s'en sortir. Il y a beaucoup d'associations. Dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est des pays... Alors, j'aime pas le mot que je vais dire, parce que l'humain, il n'y a pas des races dans l'humain. L'humain en lui-même est une race. Après, il n'y a pas la race africaine, la race... Non, ça n'existe pas. Je suis désolée, ceux qui ont inventé ça, je ne suis pas d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, dans certains pays, il y a beaucoup de racisme. Et surtout dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est des gens qui sont très, très
enfermés entre eux et qui ont de la peine à s'ouvrir aux autres. Certaines personnes peuvent taxer voilà, ce qui est dit comme étant un moyen de leur empêcher de venir, peut-être, voilà, un moyen de décourager leur initiative, de tenter cette aventure. Alors, que diriez-vous pour celles et ceux qui pensent ainsi? Alors, je ne veux pas les décourager parce que je ne veux pas me mettre en donneuse de leçons ou en disant, voilà, ne le faites pas. Faites les choses en votre âme et conscience. Moi, je donne les réalités du terrain, en fait. Hein. Les réalités du terrain aussi, c'est quand on vous attrape ici, que vous n'avez pas de papier, on vous met dans une... On ne peut pas dire une prison parce que c'est quand même un peu ouvert, mais on vous enferme dans des foyers de requérants, parce que vous êtes requérant d'asile. Un centre de rétention. Voilà. Alors, attention, c'est pas la même chose. Foyer de requérant et centre de rétention, c'est deux choses différentes. Ouais. Le centre de rétention, c'est fermé, c'est comme une prison. Là, vous pouvez pas sortir. Foyer de requérant, là, vous pouvez quand même sortir. Vous avez un logement, vous pouvez quand même sortir, éventuellement essayer de trouver du travail. Le centre de rétention, c'est le dernier endroit avant le renvoi. C'est là où ils vous mettent, où la police vous met si vous avez fait des bêtises pas trop graves pour aller en prison. Des bagarres, des petits trucs quand même, pas trop méchants. Si vous attrapent sans papier plusieurs fois, hein, pas seulement si vous avez fait une petite bagarre, rien du tout, mais si vous avez fait plusieurs fois, si vous êtes dans la récidive, là, ils vont vous mettre au centre de rétention et là, vous avez des fortes chances d'être renvoyé. Après, vous avez le renvoi de son plein gré. C'est-à-dire que la Confédération suisse vous propose une petite somme d'argent pour rentrer chez vous, pour commencer un petit truc chez vous. Voilà. Là, il faut admettre que avec ça ne vaut vraiment pas la peine aussi de quitter, de sacrifier énormément d'argent pour venir de manière illégale, voilà. Et puis pour à la fin n'avoir presque n'avoir presque rien. Alors ceux qui repartent de leur plein gré, c'est ceux qui ont compris qu'en Europe c'est pas pour eux. Parce qu'il faut pas se leurrer, il y en a, l'Europe c'est pas pour eux. Parce qu'ayant côtoyé des Africains et voir la mentalité qu'ils ont, je pense une moyenne d'âge, 35-40 ans, je pense que déjà ils ont vécu beaucoup de choses en Afrique, et le jour où ils viennent en Europe, ils vont être surpris, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas se sentir bien. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est pas ce qu'ils pensaient, que la mentalité est particulière, qu'ils seront en face de gens qui pourront être méchants, qui pourront dire des mots blessants. Alors, il faudra surmonter ça, déjà. Mais avant d'arriver jusque-là en Europe, déjà, ils vont devoir passer par beaucoup d'étapes qui ne seront pas faciles. Et puis, une fois arrivés là, ils vont se rendre compte que c'est difficile, que s'ils ne trouvent pas de travail pour envoyer de l'argent à la famille, ben, si on leur propose une somme d'argent pour rentrer chez eux et pour démarrer un petit commerce, ben, ils vont se dire, tant qu'à faire, ici, j'y arrive pas et c'est mieux que je reparte. Alors, un message à toutes ces personnes qui auraient à tenter cette aventure, qu'auriez-vous à leur dire? Alors, encore une fois, c'est pas évident de leur faire comprendre les choses. Hein. Moi, ce que j'aurais plutôt tendance à dire à ceux qui sont venus et qui ont passé par des épreuves compliquées, ne racontez pas aux autres que c'est facile. Dites-leur la vérité. Dites-leur ce que vous avez subi réellement avant d'arriver jusque-là. Dites-leur les sacrifices. Vous êtes tombé sur des gens qui vous ont volé, qui vous ont malmené. Dites la vérité. Vous avez failli risquer votre vie. Dites qu'il y a des gens qui n'en sont pas revenus, qui sont restés en mer, qui sont morts. Il faut dire les choses telles quelles. Et puis, dites-leur quand vous êtes ici, arrêtez d'aller au pays avec vos grosses voitures, avec vos marques tombées du camion, qui font envie aux petits frères qui sont là-bas. Hein, et restez naturel, montrez-leur la réalité. Parce que c'est pas parce que vous êtes arrivé à avoir un petit job ou être marié avec une femme blanche, pour les papiers, je le précise, c'est pas parce que vous êtes arrivé à ça que tout le monde va y arriver et que c'est facile. Donc dites la vérité et surtout, pitié. J'ai envie de dire une chose, je ne sais pas si ça va être bien pris, mais que vous mettez avec une femme blanche, arrêtez de les faire souffrir, s'il vous plaît. Je vous parle par expérience.
Ne soyez pas méchants. C'est des femmes qui ont accepté de se marier avec vous en sachant que ce que vous voulez à la base. Mais rendez-leur la gentillesse qu'elles vous ont donnée. Ne soyez pas, comment dire, égoïste. Ne soyez pas odieux avec elles. Parce que quand même, elles, si elles se mettent avec vous, c'est que par amour. C'est pas pour autre chose. Donc, essayez de comprendre. Et si au départ, vous l'aimez pas, ben, ne lui promettez pas des choses, la fidélité et des belles choses pour la faire souffrir après. C'est pas cool. Et les prochains qui viendront et qui aimeront vraiment une femme blanche, qui vont lui dire vraiment les mots qu'elle entend, ben, elle va plus le croire. Et ça, c'est pas une bonne publicité pour vous, quoi. Donc, arrêtez ça. Merci. Merci Françoise. Mesdames et messieurs, c'est terminé sur ce sujet avec Françoise qui a bien placé les mots, il fallait, et dont le message est clairement passé. Nous allons mettre un terme à cet entretien auquel je n'aurai de cesse à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour clôturer ce bel entretien avec vous, Françoise, j'ai une question. Alors, c'est pour quand? C'est pour bientôt? L'Afrique ou L'Afrique, vraiment, c'est un continent. Enfin, j'ai pas fait toute l'Afrique. Hein. J'ai fait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso et le Togo. Oui. Et par la force des choses, j'ai envie de partir habiter au Togo. Ah ouais? Parce que, voilà, je connais un peu mieux ce pays. Bon, on n'entre pas dans les détails du pourquoi. Non, mais je suis tombée, entre guillemets, amoureuse du pays, on dira. Oui, c'est quoi ça? C'est sa culture ou Je sais pas, je trouve que c'est beau. Oui. Les plages sont belles, c'est propre. C'est très propre, les plages elles sont propres. Les gens sont accueillants. Ils sont pas... en Côte d'Ivoire, c'était un peu différent parce que... il y a beaucoup d'Européens. Oui. Et moi, je ne vais pas en Afrique pour voir des Européens. Je suis en Afrique pour être dans le milieu africain, dans la culture, dans la musique, dans tout ce qui touche l'Afrique, parce que je me sens une âme africaine quelque part. Vous parlez de culture. Oui. Alors, il y a des événements d'ordre culturel qui se dérouleront en Suisse, ici, plus particulièrement à Genève. Oui, le 4 et 5 juin, oui. Ah ben voilà, elle est très informée. Le festival de musique d'essai d'ailleurs. Exactement, au Palladium. Ouais. Oui. J'ai déjà pris mon billet d'ailleurs. Ah ben c'est magnifique. Mesdames et messieurs, elle sera présente. Vous pourriez avoir même l'occasion de faire la rencontre de Françoise, avec qui plaisir. Est très sympathique, vous l'avez si bien remarqué, et qui sera présente au Palladium pour le festival de musique d'essai. Et d'ailleurs, à très bientôt pour avec plaisir. Un autre sujet. Exactement, j'en ai plein. Voilà. Et je rappelle aux téléspectateurs, bien qu'aussi à vous, cette plateforme est là pour parler des sujets tels que celui que nous venons d'évoquer, qui sont des faits de société, et tout aussi des sujets d'ordre, qui parlent des activités associatives, et celles et ceux qui ont des établissements, qui ont ce grand besoin de parler de leur structure, sur la diaspora en général, et des rendez-vous d'ordre culturel, des événements, voilà. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous via les informations qui circulent au bas de l'écran. Merci à toute l'équipe de production avec la présence du sultan de Genève qui est juste en face de moi. Alors, j'aurais bien aimé dire mon vieux, viens par là. Le vieux, viens. Alors, je vous rappelle, il n'est pas en forme là, mais vous verrez la tête de sultan, voilà. C'est lui le vieux, c'est lui mon vieux, ça c'est mon vieux père, voilà. Tranquille ensemble. Voilà, ça c'est mon associé partenaire avec qui nous aurons des sujets, nous aurons à parler des sujets divers. Ouais, plusieurs sujets. Voilà, plusieurs sujets avec Sultan. Beaucoup. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais vous aurez le temps de découvrir voilà, plein de choses ici à On Air. Allez. Vas-y. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour cet entretien avec Françoise. N'hésitez pas de nous suivre sur notre page YouTube, Twitter et Instagram, tout aussi Facebook. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.